Une toute petite présentation pour réfléchir autour de la question de l'enfant, pas de l'adolescent. C'est ça qui fait que c'est complètement différent. D'ailleurs, vous l'avez vu tout aujourd'hui, on a parlé d'adultes, d'adolescents, on n'a quasiment pas parlé d'enfants. Et il faut dire que ça se comprend un peu. Heureusement, le suicide chez l'enfant n'existe quasiment pas. Hein. D'ailleurs, quand il y en a un en France, il passe au journal de 20 heures. Et c'est toujours vécu comme un drame extrême, parce que dans l'imaginaire collectif, un enfant ne peut pas se suicider. Hein. Et donc, c'est choquant. Déjà, le suicide interroge toujours, mais le suicide d'un enfant est quelque chose qui est incompréhensible pour la société et pour les parents en particulier. Donc, alors, c'est une question clinique extraordinairement compliquée. Et d'ailleurs, à l'image de, malheureusement, la psychiatrie pour enfants, parce qu'il faut comprendre que, bien entendu, on va voir ça un peu dans le détail, mais un enfant entre 0 et 6 mois, ça n'est pas pareil qu'entre 6 mois et 1 an, ça n'est pas pareil qu'entre 1 an et 3 ans, entre 3 ans et 6 ans, entre 6 ans et 11 ans, entre 11 ans et 17 ans. Et donc, du coup, si vous voulez faire des études scientifiques sur la psychiatrie de l'enfant, vous êtes obligé de la faire dans toutes les tranches d'âge, où il y a forcément peu de sujets et où les parents sont hyper réticents pour laisser leur enfant participer à une étude. Et c'est bien naturel. Hein. Donc, on a très très peu de données sur la psychopathologie. Plus l'âge descend, moins on a de données, plus c'est compliqué et plus les entretiens cliniques sont compliqués à réaliser, en particulier quand les enfants ne parlent pas. Donc, on est dans une espèce de domaine encore très vierge. Alors, pour l'éclairer, je voudrais... D'abord, il y a quand même une véritable interrogation, c'est pourquoi les enfants ne se suicident-ils pas et pourquoi brutalement à l'adolescence. Alors, c'est pas le pic, hein, contrairement à ce qu'on imagine souvent dans la société, on pense, hein, si on demande dans la rue, alors vous êtes tous au courant, mais à quel âge se suicide-t-on le plus en France? Quand on est un homme, vous avez vu les graphiques de Eric tout à l'heure, c'est pas à l'adolescence, c'est quand on est très âgé qu'on se suicide le plus. Mais c'est vrai que brutalement, à partir de 11, 12, 13 ans, le pic augmente très vite. Et d'ailleurs, de façon parallèle, vous savez que la dépression, qui est pas le cousin germain du suicide, mais qui est quand même, on est dans la même famille, hein, c'est un peu la même problématique. La dépression de l'enfant n'a pas grand-chose à voir avec la dépression de l'adolescent, à tel point qu'il y a 2 fois plus de petits garçons déprimés que de petites filles, et il y a 2 fois plus d'adolescentes déprimées que d'adolescents. Donc il se passe vraiment quelque chose là, qui fait qu'on ne parle pas de la même chose quand on parle de dépression de l'enfant et de dépression de l'adolescent, et quand on parle de pensée suicidaire de l'enfant et de l'adolescent. Et donc ça, la question c'est pourquoi. Alors, là, on n'a pas de réponse, hein, on n'a pas de réponse univoque et consensuelle autour de ça. Beaucoup de mes collègues considèrent que l'adolescence c'est la puberté, des remaniements hormonaux, etc., et que bien sûr ça touche le cerveau et que c'est ça qui ferait que c'est différent. Je n'y crois absolument pas. Alors, c'est la réalité, hein. C'est vrai que il y a des œstrogènes et de la testostérone qui montent à l'adolescence et que les œstrogènes et la testostérone ont un effet sur le cerveau. D'accord? Mais ça n'explique absolument pas pourquoi il y aurait du suicide à l'adolescence et pas quand on est un enfant. Enfin, il me semble que l'explication biologique pure est extrêmement courte. Il faut aller chercher cette explication ailleurs. Et là, il faut aussi revenir en arrière, mais pas comme tout à l'heure on l'a fait, c'était chez les Grecs, il faut revenir en arrière au moment où la maman est enceinte. En fait, vous devez savoir que le petit être humain naît prématuré. Mais il naît très prématuré. Et il semblerait même que, en fait, si on voulait... D'ailleurs, il suffit de voir un petit être humain, quand il naît, il ne sait pas marcher, alors que la plupart des mammifères, ils savent marcher. Et on dit qu'il faudrait 18 mois de gestation pour la femme pour délivrer un enfant, un bébé à terme. Et vous voyez, c'est à peu près l'âge où il marche, enfin, où il y aurait quelque chose comme ça.
Alors, pourquoi voilà, mais Marianne fait, mais oui, mais c'est exactement, Marianne fait le geste, mais si on devait l'attendre 18 mois, quel volume il aurait? Mais c'est exactement ça la question. C'est ça. C'est que, vous savez que il y a une condition anatomique pour l'accouchement, qui est le détroit inférieur du bassin, qui fait en gros 10 cm de diamètre. Donc 10 cm de diamètre, c'est pas beaucoup, ça fait ça. Hein. Et c'est en fait, c'est pas un cercle osseux, mais c'est un cercle osseux par morceaux. Et en tout cas, alors, il se détend un peu lors de l'accouchement. Lors de l'accouchement, à la tête du bébé, vous avez vu qu'il y a les os, c'est pas les os du crâne d'un bébé au moment où il naît, c'est pas hyper dur, hein, et puis c'est des plaques qui se chevauchent aussi, de façon à ce que le cerveau, que le crâne puisse se comprimer. Et en fait, tout est fait chez l'être humain pour qu'au moment où la femme accouche, le bébé qu'elle avait en elle ait le volume du cerveau le plus élevé, et le bébé accouche prématuré pour que son cerveau puisse continuer à croître une fois qu'il est sorti de la maman. C'est pour ça qu'il naît prématuré. Parce qu'effectivement, si on devait attendre à terme, eh bien on serait obligé de faire que des césariennes. Hein, c'est-à-dire la nature n'a pas prévu ça. Alors, il y aurait une explication finaliste, donc pas très scientifique à ça, qui serait que, en fait, l'homme, par rapport aux autres mammifères, a comme spécificité que sa suprématie, à peu près toutes les autres formes de vie, vient du fait qu'il pense et qu'il a une activité cognitive très intense. Et vous savez d'ailleurs que notre cerveau consomme à peu près 30% de notre énergie, ce qui est fou, hein, quand il faut chercher sa nourriture. Si 30% de l'énergie vient de ce qui se passe dans votre cerveau, ça a un coût vital considérable. Et donc, en fait, si ce cerveau, on peut lui dédier 30% de notre énergie et on peut prendre le risque de faire naître nos bébés prématurés, et donc ils sont en risque vital étant prématurés, hein, c'est que quelque part, le fait qu'on ait un cerveau qui pense beaucoup est quelque chose qui est crucial pour la survie de l'espèce humaine. Bon. Alors, au passage, ça a à voir que les 9 premiers mois de vie d'un petit être humain, la clinique psychiatrique et même la clinique somatique est quelque chose qui est complètement bizarre parce que, en fait, c'est une clinique du prématuré. Et donc, alors, tout à l'heure, on m'a proposé de parler de la crise chez l'enfant, on pourrait parler de la crise chez le tout petit. Hein. Et il y en a. Mais vous imaginez que, bien sûr que ça n'a rien à voir avec la crise du sujet adulte, bien entendu. On est à des années-lumière de ça. Donc là, on a une première fenêtre développementale. Les premiers mois de vie, disons la première année à la louche, hein, jusqu'à ce que l'enfant sache marcher et parler, qui est quelque chose de très particulier. Alors les bébologues, hein, les infantologues, comme on dit en anglais, ils ont des sous-tranches dans la première année, parce qu'effectivement, même au sein de la première année, tout est différent. Donc on a une première tranche là. Alors je vais faire un bond et je vais sauter jusqu'à la fin de l'enfance qui est l'adolescence. Est-ce que vous savez quelle est la définition d'un adolescent? C'est quelqu'un qui prend de l'argent à ses parents. On s'approche. Eh bien, vous voyez, alors, immédiatement, et surtout quand on est avec des médecins, on pense à la puberté. Hein, le début de l'adolescence, c'est la puberté. En fait, non, le début de l'adolescence, c'est corrélé fortement, hein. La puberté, la définition, c'est l'accès à la fonction de reproduction, pour le dire vite. L'adolescence, c'est vrai que ça se passe autour de cette période, mais pas forcément, et puis la puberté n'a pas de fin, enfin, en tout cas, c'est autre chose, alors que l'adolescence a une fin, donc on ne peut pas amalgamer les deux. Alors, il y a une théorie qui poursuit celle que je vous ai proposée pour le fait que le petit être humain naît prématuré. Cette théorie, elle consiste à dire que, et à remarquer, ce qui est une réalité, hein, c'est que à 12, 13, 14, 15 ans, donc il y a la puberté chez l'être humain. Et donc normalement, l'être humain a un accès à la fonction de reproduction, et donc normalement, il devrait se reproduire. Et d'ailleurs, les adolescents demandent de l'argent à leurs parents, mais il n'y a pas que ça. Les adolescents, contrairement aux enfants, ne pensent qu'au sexe.
Vous avez remarqué. Oui. Vous avez remarqué. Et donc, s'il ne pense qu'au sexe, c'est qu'en fait, tout est fait biologiquement pour que l'adolescent, en fait, ait des rapports sexuels, ait des enfants, et une famille. Tout est fait pour ça. Enfin, la nature le pousse à faire ça. Alors, vous direz, qu'est-ce que ça veut dire que la nature le pousse? Bon, on va le dire comme ça parce que c'est une commodité de langage. Or, naturellement, on est bien d'accord. Si votre fille ou votre fils vient vous dire à 14 ans, papa, maman, c'est super, je vais avoir un enfant, vous allez faire la tête. On est bien d'accord. C'est-à-dire que dans nos sociétés, alors pas toutes, mais dans la quasi-totalité des sociétés, avoir un enfant au moment où on est censé en avoir un, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas avoir un enfant à 14 ans. À 14 ans, il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école. Toujours parce que l'être humain, l'objectif de l'être humain, c'est que son cerveau soit le plus performant possible. Et c'est pour ça qu'avant, on allait à l'école jusqu'au certificat d'études, après il y a le brevet, après le bac, maintenant la fac, le master, la thèse, etc. On tire toujours plus pour apprendre, pour être de plus en plus fort. Et donc on interdit à l'être humain, alors que biologiquement il devrait pouvoir se reproduire, on lui interdit de se reproduire jusqu'à ce qu'il ait fini ses études. Et c'est ça qu'on appelle l'adolescence. L'adolescence est une période où la biologie vous pousse à avoir des activités sexuelles et où la société vous l'interdit. Et donc ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes. Alors, ça a des avantages, hein, c'est qu'on est obligé, on peut sublimer, donc il y a une expression artistique très forte, hein, les adolescents trouvent de nouveaux courants artistiques, s'expriment très fort, ils s'expriment très fort parce qu'ils veulent montrer qu'il y a une tension en eux et que cette tension, ils ne peuvent pas la libérer. Donc tout ça explique beaucoup de l'adolescence, et tout ça explique que un adolescent n'est pas un enfant. Voilà. Il s'est passé quelque chose de très fort parce que la sexualité chez l'être humain, c'est très très fort, et donc effectivement la question du suicide va arriver à l'adolescence parce que ça aide pas les choses de sentir qu'on est fait pour faire quelque chose et que ça vous est brutalement interdit par la société. Forcément, ça a des effets indésirables. Donc on va laisser tomber l'adolescence maintenant, puisque ma question c'était pas le suicide de l'adolescent, qui est un problème compliqué aussi, mais qui n'est pas celui de l'enfance. Donc je reviens à l'enfance. Donc l'enfance, vous avez plusieurs bouts. Vous avez un bout de prématurité, donc du tout petit. Et puis après, alors bon, on est obligé quand même. D'ailleurs, il y a des rituels sociaux, hein. Vous voyez, on a le congé maternité, on a la crèche, l'école maternelle, l'école primaire, le collège et le lycée. Et en fait, ça correspond à des périodes développementales du bon sens, qui relèvent du bon sens. Donc on devrait rentrer dans toutes ces phases. Moi, je vous propose de segmenter à partir de, alors le tout petit, et puis après l'école maternelle, l'école primaire. Alors, donc là, c'est un enfant. Alors, tout à l'heure, je vous l'ai dit, l'enfant, les statistiques épidémiologiques sont claires, on ne se suicide pas ou quasiment pas quand on est enfant. Tout petit, parce que bien sûr, on n'a pas les moyens matériels de se suicider, et même plus grand, c'est quelque chose qui ne vient pas à l'idée. Alors, donc pourquoi j'ai donné un début d'explication? Il y a une autre explication au fait que les enfants ne se suicident pas, qui d'ailleurs que l'on retrouve, vous savez qu'un des grands facteurs de protection du suicide, c'est de croire en une religion. Hein? Eh bien, vous savez que les enfants ont une religion, hein, c'est leur papa et leur maman. Le papa et la maman sont même, j'allais dire, des individus, c'est pas des individus. D'abord, ils sont grands, mettez-vous à la place d'un tout petit enfant. Le papa et la maman, ils sont avec tous les jours, ils sont très forts physiquement, ils sont immenses et ils ont une totale autorité sur vous. Dans votre imaginaire collectif, qu'est-ce qui est beaucoup plus grand que vous, qui est très fort et qui a toute autorité sur vous? Ben, c'est un Dieu. Donc dans l'imaginaire d'un enfant, le papa et la maman sont des représentations quasi divines. Et donc, quelque part, psychologiquement, ça vous protège parce que, dans votre imaginaire, si vous êtes en difficulté, ben vous savez que Dieu va être là pour vous protéger. Et donc, finalement, alors on va voir que, bien sûr, ça c'est quand ça marche. C'est quand ça marche.
Mais quand ça marche très bien, et finalement les enfants ont des problèmes psychiatriques, mais vous voyez, il y a beaucoup moins de dépression chez l'enfant que chez l'adolescent, et ceci explique peut-être cela. Donc quand on regarde la question d'enfance et suicide, on voit qu'il y a des facteurs de protection. Alors il y a des collègues aussi, et ça traîne dans la littérature, que l'enfant ne se suiciderait pas parce que l'enfant n'a pas conscience de la mort, on aurait conscience de la mort qu'à partir de l'entrée au collège, en gros. Alors là, quiconque a eu des enfants sait que cette histoire est quand même... j'ai des doutes. Hein. Alors, je veux bien penser que la permanence de la mort n'est pas forcément évidente pour l'enfant, mais j'ai envie de dire la permanence de la mort n'est pas forcément évidente pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de religions où après la mort, on n'est pas complètement mort non plus. Donc la permanence de la mort est une question chez l'être humain en général. Donc il n'y a pas de raison que, effectivement, chez l'enfant c'est pas acquis, mais c'est quelque chose de général. Non, on voit des enfants dès l'école maternelle à avoir des interrogations sur la mort, notamment si une grand-mère meurt. Et alors elle est où, etc., etc. Alors tout le monde est bien embêté et on raconte souvent des trucs qui sont un peu à l'eau de rose. Et en fait, vous avez plein d'enfants qui vous disent le lendemain matin, mais j'ai réfléchi, et ce que tu m'as dit, c'est pas vrai. En fait, elle est morte, puis ils l'ont vue. En fait, elle est morte et c'est fini. Donc ça, on l'entend à l'âge de 5 ans. Donc ces histoires de mort et d'enfance, moi, je suis un peu dubitatif. Alors, enfance et suicide, enfance et dépression, donc on en a un peu parlé. Je pense que là, les remaniements hormonaux de l'adolescence peuvent avoir une explication. Il n'y a qu'à voir, hein, l'œstrogène et troubles et humeur. Vous savez que dans le cycle de la femme, il y a des pics d'œstrogène et il y a... Tu es tout seul. Je suis tout seul. Donc je veux bien penser que qu'il y ait des relations entre les remaniements hormonaux de l'adolescence et la dépression, mais ça n'explique qu'une toute petite partie de la question. Alors, ce matin, on a vu que la crise suicidaire, une partie pouvait être expliquée par l'individualisme des sociétés occidentales. Alors on pourrait dire l'individualisme chez l'enfant, c'est-à-dire le fait de se réaliser, d'être fort, d'être un être humain autonome, etc., c'est quand même pas sa priorité absolue. Hein. Quand vous voyez des enfants, qu'est-ce qu'ils font ? Spontanément, ils jouent. Ils sont dans l'imaginaire, ils sont dans la construction d'eux-mêmes, mais dans l'imaginaire. Alors, oui, c'est vrai, et j'ai envie de dire oui, c'est vrai, enfin, c'était vrai. C'était vrai. Et on commence à avoir des enfants avec une pression scolaire terrible dès l'école primaire, où déjà il faut on anticipe collectivement le fait que il faut être fort, il va falloir réussir, et on voit des enfants en situation d'épuisement et d'échec narcissique par rapport aux attentes que les parents ont d'eux-mêmes. On commence à le voir, alors qu'il y a 10 ans, franchement, on ne le voyait pas. Hein. Donc là, on peut imaginer un petit glissement à craindre. Hein, alors, pas forcément de suicide, mais de crise autour de la même problématique, oui, on peut le voir. Alors, donc ça c'était le panorama. Vous voyez que le panorama du suicide, de la dépression autour de l'enfant, c'est vraiment quelque chose de très différent de celui de l'adolescent et de l'adulte. Très intéressant et très différent. Alors, venons-en à la crise, puisque c'était la question qui m'était posée. Alors du coup, on pourrait dire, il n'y a pas de crise chez les enfants, puisqu'il n'y a pas de suicide. Eh bien, c'est pas vrai, il y a quand même des crises. C'est vrai, il y a quand même des crises. Alors néanmoins, ça s'extériorise pas de la même façon, et le mécanisme n'est pas le même. Qu'est-ce qui est un drame absolu chez un enfant ? C'est la violence. Vraiment. Un enfant victime de maltraitance et un enfant qui observe des maltraitances au sein de sa famille est quelque chose qui pour lui, comme justement
les adultes sont des entités quasiment divines, si ces entités surpuissantes lui font du mal, ou s'il voit qu'elles se font du mal entre elles, c'est quelque chose qui est complètement incompréhensible pour lui. Et puis, normalement, ces entités surpuissantes qui devaient le protéger, si elles sont dans la violence, c'est le contraire qui va se passer. Il va être complètement sidéré d'angoisse et il ne va pas arriver à se construire. Et c'est ça qu'on voit le plus souvent. C'est pas très compliqué. Ça explique bien 3/4 des situations. Quand un enfant, quel que soit son âge, est vraiment en grande détresse, c'est qu'il y a une maltraitance qui n'est pas très loin. Alors, et on peut parler de crise. Alors ça se traduit par quoi? C'est pas exactement la même présentation symptomatique que chez l'adulte. Encore que de se pencher sur la crise de l'enfant, ça fait mieux percevoir certains éléments que l'on pourrait ne pas voir chez l'adulte. Par exemple, la somatisation, la prise de risque et la traumatologie. C'est-à-dire beaucoup d'enfants qui vont mal, en fait, vont se plaindre de douleurs à l'estomac, de mal à la tête, vont traverser la route sans faire attention et risquent de se faire renverser par les voitures de façon itérative. Donc ça, c'est typique d'une symptomatologie d'enfant, mais ça fait se rappeler que même chez un adulte, une plainte somatique un peu étrange peut en fait correspondre à une crise. Et notre dualisme un peu trop carré, qui sépare le corps et l'esprit, nous empêche un peu de voir ça. L'isolement, normalement, les enfants sont en groupe. Ils aiment être ensemble, vraiment, parce que c'est leur apprentissage de la vie en communauté. D'ailleurs, parfois, on est un peu désemparé de les voir nous quitter, et ils préfèrent être avec leurs copains qu'avec leur papa et la maman. C'est toujours un peu difficile, mais c'est bien. Ils aiment beaucoup être ensemble, et un enfant qui est seul, c'est un enfant qui potentiellement peut être en souffrance. Les problèmes scolaires, mais ça, les problèmes scolaires, c'est hypersensible, peu spécifique, c'est-à-dire que dès qu'un enfant a le moins de problèmes, les résultats à l'école baissent. L'impulsivité, l'automutilation, l'auto-agressivité est quelque chose d'important. Et puis, en fait, vous avez dû remarquer aussi que les enfants sont très perspicaces pour reconnaître le mal-être chez un autre enfant. Et que malheureusement, souvent, le mal-être chez l'autre enfant provoque une stigmatisation et une mise à l'écart du groupe. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants ont plus de difficultés à accepter un enfant qui est en dehors de la norme. D'ailleurs, vous avez vu la façon de s'habiller au collège, à l'école primaire, etc. Les enfants sont hyper normatifs. Donc voilà les tableaux cliniques habituels d'une crise chez un enfant, qui sont bons à connaître, qui sont plus... on dit souvent que le corps s'exprime plus dans la souffrance que le psychisme par rapport à l'adulte, mais finalement c'est pas très différent. Alors, j'en arrive un peu à la conclusion. On me demandait de redéfinir la crise de l'enfant. Donc on vient de le faire un petit peu. On vient de planter le décor, de voir le tableau symptomatique. Mais s'il fallait la redéfinir, je pense qu'il faudrait vraiment dire les choses différemment. C'est que, en fait, quand un enfant est en crise, le plus souvent, ça n'est pas lui qui demande à venir en consultation. Et ça, si vous voulez, le plus souvent, c'est pas lui qui va prendre le téléphone pour appeler en disant qu'il est en souffrance. C'est pas comme ça que ça se passe. D'ailleurs, c'est de façon générale, une consultation en pédopsychiatrie, 4 fois sur 5, l'enfant ne sait pas pourquoi il vient, et si on lui demande « tu vas bien ?», il dit « oui, je vais bien ». C'est le groupe qui considère qu'il ne va pas bien. C'est ce qui fait toute la délicatesse du métier. C'est qu'en fait, votre patient n'est pas forcément un patient. Donc vous allez vous obliger... votre métier, c'est de vous occuper d'un enfant, alors que la plainte ne vient pas de lui, la plainte vient de tout autour. Et donc, en fait, il faut redéfinir la crise de l'enfant, vient à redéfinir ce que c'est qu'un patient pour la psychiatrie infanto-juvénile. Bien là, le patient pour la psychiatrie infanto-juvénile, c'est pas l'enfant que vous avez en face de vous. C'est pas ça. Un patient en psychiatrie pour enfants et adolescents, en particulier pour enfants, on peut dire, alors chaque mot a été bien pesé, c'est le lieu d'expression d'une plainte collective, une plainte comportementale ou psychique, focalisée sur un enfant
ou un adolescent. Vous voyez, un patient pédopsychiatrique, c'est le lieu d'expression d'une plainte collective. C'est-à-dire, c'est un groupe qui vient vous voir en vous disant « il va mal ». Mais en fait, c'est le groupe qui est le lieu d'expression de la plainte. Et en fait, la crise, elle est collective. Et comme je vous le disais tout à l'heure, souvent, il y a de la maltraitance, donc il y a de la souffrance autour de l'enfant et qui se focalise sur l'enfant. Et donc, la redéfinition de cette crise, c'est de prendre du recul et d'accepter cette espèce de gymnastique intellectuelle très particulière qui consiste à ne plus voir un patient en face de soi, mais un ensemble d'individus qui viennent vous demander de l'aide. Je vous remercie pour votre attention.